Bonjour, bonjour à tous. Je vais attendre un petit peu que la salle se remplisse et puis on va démarrer. On va démarrer tout de suite. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire La résilience des bâtiments au plus abondante, une histoire d'adaptation collective, qui est organisé par le service de l'eau de la ville de Montréal, en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc, c'est le deuxième de la série S'adapter au plus abondante, l'exemple de Montréal et de la thématique résilience urbaine face aux plus abondantes. Donc, je me présente, je suis Raphaël Devatine, je suis coordonnatrice environnement urbain au Creux de Montréal et j'aurai le plaisir d'être votre animatrice. Et je suis accompagnée ce matin de nos deux conférenciers, donc Dominique Baudry et Rémi Haff, que je pourrai présenter tout à l'heure plus en détail. Donc, messieurs, bienvenue. Merci d'être là ce matin pour ce webinaire. J'espère que vous êtes prêts car nous attendons plus de 300 personnes ce matin. Donc, on voit que la thématique est très populaire. Je vais présenter brièvement le Creux Montréal pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes un organisme de bienfaisance indépendant qui a pour mission la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. Donc, on fait partie d'un réseau de 17 creux à travers le Québec qui couvre à peu près toutes les régions. Et notre territoire, comme notre nom l'indique, nous, est l'île de Montréal. Donc, nos interventions prennent plusieurs formes et nous travaillons sur plusieurs enjeux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la concertation fait vraiment partie de notre ADN. On anime notamment un espace d'échange comme la communauté de pratique, la trame verte et bleue active sur l'île de Montréal, SASTRAM. Nous mobilisons également des connaissances à travers la production de guides et d'outils comme la plantation, le guide pour la plantation résiliente sur les emprises autoroutières. Nous accompagnons également le passage à l'action, notamment en accompagnant les arrondissements dans la réforme de leur réglementation pour intégrer la transition socio-écologique. Et enfin, nous faisons rayonner les initiatives locales, notamment à travers notre gala annuel. Bon, un petit mot sur le contexte de cette série de webinaires. Donc, comme je disais, ce webinaire est le deuxième d'une série de 8 intitulée S'adapter aux pluies abondantes, l'exemple de Montréal. On couvre trois thématiques qui abordent, donc on aborde trois thématiques, comme aujourd'hui la résilience urbaine face aux pluies abondantes, mais également les infrastructures vertes drainantes sur rue, et enfin les espaces publics résilients pour la gestion des eaux pluviales. Euh, donc, cette série de webinaires présente les dernières réalisations, les stratégies, les outils qui sont mis en place par la ville de Montréal en matière d'adaptation aux pluies abondantes. Et cette série est rendue possible grâce au soutien financier du Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. Donc, elle propose des contenus techniques destinés à outiller les spécialistes en aménagement urbain, mais toute autre personne partie prenante impliquée dans la gestion durable des eaux de pluie en milieu urbain pour favoriser notamment une approche interdisciplinaire et une meilleure collaboration à toutes les étapes du projet. Si vous l'avez pas déjà fait, je vous invite à explorer la programmation sur le site internet du Creux Montréal et vous inscrire aux autres webinaires en consultant, c'est ça, la programmation. Le webinaire de ce matin, donc plus spécifiquement, le webinaire d'aujourd'hui présentera sur la base de projections climatiques et de cas concrets des pistes d'action pour intégrer les bons réflexes dès la phase de conception des bâtiments. Il traitera aussi des bonnes pratiques spécifiquement adaptées au contexte montréalais, des orientations du plan d'urbanisme et de mobilité sur l'adaptation aux pluies diluviennes, ainsi que du nouveau programme de subvention pour soutenir les initiatives visant à renforcer la résilience des bâtiments. Quelques consignes, vous l'aurez remarqué, nous sommes en version webinaire, c'est-à-dire que vos micros et vos caméras sont automatiquement fermés.
Donc, je vous invite à poser poser vos questions aux panélistes directement dans la section Q&A, donc Q&A en bas de votre écran. Nous tenterons d'y répondre lors de la période de questions maximum. Donc, dès que s'il y a une question qui vous vient, posez-la directement. Vous avez également le chat. Le chat ne va pas être priorisé pour la prise de questions, c'est plutôt un espace pour favoriser les échanges entre vous si vous voulez vous présenter. Vous pouvez également vous renommer si vous en avez envie. Donc aussi à noter, le webinaire est enregistré et je vous le dis tout de suite, il sera rendu disponible sur la chaîne YouTube du Creux Montréal. On vous enverra le lien à la fin, quelques jours en fait après le webinaire. Nous prévoyons à peu près 1 heure de présentation et 20 minutes, minimum 20 minutes de période de questions. Et nous diffuserons à la fin un court sondage d'appréciation. Donc, au besoin, vous également, important à signaler, vous pourrez nous réclamer des attestations de participation, mais tout sera expliqué dans un courriel. Donc, sans plus attendre, je vais présenter nos 2 conférenciers. Donc, nous avons Monsieur Rémi Haas, qui est conseiller en planification à la Ville de Montréal depuis 2025. Donc, Monsieur Rémi Haas a travaillé 6 ans au sein de l'équipe de développement durable avant de rejoindre le service de l'eau en 2011. Il travaille principalement sur des mandats relatifs à la gestion intégrée des eaux pluviales et à l'adaptation au changement climatique. Il a été un des investigateurs du concept d'espace public résilient à Montréal et se concentre désormais sur les mesures de protection face au risque d'inondation dans les immeubles résidentiels. Il a auparavant travaillé à la CMM, au ministère des Transports du Québec et à l'INRS, section urbanisation. Il a réalisé des études universitaires en sciences sociales, en sciences de l'environnement, ainsi qu'en études urbaines. Bienvenue Rémi à ce webinaire. Nous sommes également accompagnés de Dominique Baudry, qui est conseillère d'aménagement équipe infraverte à la Ville de Montréal au service de l'eau. Donc, fort d'une expérience de 20 années dans le domaine de l'aménagement urbain pour le compte de divers villes et arrondissements, il est maintenant donc conseiller à la Ville de Montréal depuis 2022. Il encadre des projets notamment de recherche et de collaboration avec les partenaires externes, vulgarisateurs. Il veille à la visibilité du programme Infraverte tout en collaborant à divers comités techniques en lien avec l'adaptation du cadre bâti urbain face aux pluies abondantes. Il se spécialise dans la gestion de projets et de programmes municipaux multidisciplinaires et se caractérise par une approche holistique et pragmatique. Bonjour Dominique, bienvenue ce matin à ce webinaire. Donc sans plus attendre, je vais laisser maintenant la parole à nos 2 conférenciers et je vous retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci à tous. Bon webinaire. OK. Bonjour tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre. Je vois que même, il y a même encore des gens qui continuent à se connecter. Donc, vous voyez bien mon écran? C'est bien? Parfait. Donc, aujourd'hui, c'est, ben, comme l'a si bien expliqué, merci Raphaël là, de nous avoir bien introduit comme ça. Donc, c'est en quelque sorte là, une continuité de ce qui a été présenté il y a quelques semaines. Il va y avoir quelques petits rappels et on va surtout approfondir là, tout ce qui est là, relativement aux mesures et solutions dans le cadre bâti existant et également là, un petit peu plus de détails au niveau de la réglementation qui peut être mise en place et également le plan d'urbanisme et de mobilité de Montréal. Et on a quelques exemples pour vous là, relativement à ça. Donc, petit rappel du dernier webinaire. Pourquoi on a décidé de faire un petit rappel aujourd'hui? C'est parce qu'on a vu que dans la liste, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas vu le premier, là, dans le fond, qui n'étaient pas présents. Donc, on a cru bon de rappeler là, le contexte pour que vous puissiez tous là, vous faire une bonne idée et que vous, vraiment pour faciliter votre compréhension. Donc, premièrement, le développement de la ville. Je pense qu'on n'est pas sans savoir que ben, Montréal, c'est une des plus grandes métropoles au monde. Mais historiquement, ça a déjà été des champs, une petite ville emmurée, toute petite là, en Amérique du Nord, là, dans son petit coin. Par contre, ça s'est accéléré de façon importante là, vers la fin du 19e siècle et surtout au début du 20e siècle où on a développé la majorité de nos quartiers centraux, nos fameux quartiers duplex, triplex.
Et tout ça avec un réseau sanitaire combiné, dans le fond, qui recevait les eaux pluviales, mais également sanitaires de l'ensemble du territoire. Mais il faut se rappeler qu'à cette époque-là, le réseau qui avait été conçu, on voit ici là, les 3 par 3 en briques, eh bien, ce n'était pas nécessairement pour collecter la quantité phénoménale d'eau de pluie qui tombe sur Montréal. Et tout ça là, en prenant en compte que Montréal, c'est quand même beaucoup minéralisé là, depuis le début du siècle dernier. Euh, sur quoi on base en fait toutes les actions qui sont prises, là? Pourquoi on prend action aujourd'hui? Ben, on le voit arriver depuis quand même un bon nombre d'années, mais les impacts des changements climatiques sont vraiment en train de s'accélérer, là, en fait, surtout, on le voit vraiment depuis les dernières années. Seulement dans les 3 dernières années, il y a 7 pluies très importantes qui sont abattues sur Montréal. Et là, petit détail, elles ne se sont pas abattues nécessairement sur tout l'ensemble de l'île, mais des fois, il va y avoir des micro-nuages qui vont passer sur certains arrondissements, d'autres sur d'autres. Donc, on a vu, nous, chacune d'une pluie à l'autre, ce n'est pas nécessairement les mêmes secteurs qui sont touchés. Donc, il faut toujours faire attention de se dire, ah, la pluie, on va dire du 9 août, je n'ai pas été touché, donc je suis protégé pour la vie, ce qui n'est pas nécessairement la réalité. Euh, Pourquoi, dans le fond, on veut vous présenter ces pluies-là? C'est que, dans le fond, sur les 7 pluies qu'on vous présente ici, il y en a 5 qui ont dépassé une récurrence de 100 ans. Ça, ben, je pense qu'on sait tous c'est quoi, là, une récurrence de 100 ans, mais imaginez, ben, en fait, nos réseaux souterrains sont construits pour des récurrences de 5 ans, 10 ans, pas 100 ans. Donc, aussitôt qu'on a une récurrence de plus de 100 ans, nos réseaux sont surchargés. On dépasse les critères de conception et il y a là, des impacts assez majeurs. Là, on va y venir. Donc ici, c'est frappant. 5 pluies sur 7 dans les 3 dernières années ont littéralement dépassé là, des récurrences qui permettent à la ville là, de ne pas vivre d'impact. Ça, c'est dans les dernières années. Qu'est-ce qui nous attend dans le futur selon les projections? Donc, en fait, comme on l'a vu dans les dernières années, les récurrences sont en constante augmentation, c'est le graphique de gauche, mais le tableau de droite, ça vient en fait présenter la perte de capacité de nos réseaux avec l'impact des changements climatiques. Et ce, même si on adapte les réseaux souterrains, on construit des bassins de rétention, ben, on s'entend que pour la période de 2040 à 2070, on va avoir 17 plus de pluie, et ce qui va faire en sorte là, d'avoir un impact 2 fois plus grand sur notre réseau. Et de 2070 à 2100, dans le fond, il va avoir un impact 5 fois plus grand sur notre réseau. C'est en quelque sorte un peu ben, impossible d'adapter le réseau souterrain face à ces pluies-là. Ben, en fait, qu'est-ce que ces pluies-là peuvent amener sur le territoire? Eh bien, ben, je pense que ça se parle beaucoup depuis les dernières années. Ben, depuis surtout la dernière année, là, depuis le 9 août, on l'a remarqué beaucoup. C'est, dans le fond, la présence des cuvettes dans le milieu urbain. À Montréal, ben, je vous l'ai expliqué tantôt, c'est très minéralisé. Eh bien, on a quand même comment je pourrais dire, des trous topographiques, des cuvettes. En fait, une cuvette, c'est vraiment un point bas qui se remplit avant de s'écouler vers un autre dénivelé. Donc, en fait, c'est vraiment que c'est de l'eau qui vient s'accumuler là, dans un quartier. Eh bien, ça, on en a sur le territoire. Ces cuvettes-là n'ont pas causé de problématiques pendant des décennies, sauf en 87. Et là depuis on va dire les 2 dernières décennies, c'est vraiment ça s'exacerbe, la situation s'empire et les cuvettes deviennent réalistement là, des secteurs très vulnérables, surtout là, lors des pluies abondantes. La situation n'est pas prête de s'améliorer. C'est vraiment quelque chose, là, une réalité là, avec laquelle on est obligé de vivre, comme une nouvelle réalité, comme on peut dire. Petit fait intéressant également, la ville de Montréal a quand même, ben, dans le fond, il y a des anciens, on connaît les anciens ruisseaux qui sont souvent là, ben, sont cartographiés. On a littéralement créé des quartiers au-dessus de ça. On voit que les cuvettes, c'est comme des anciens marais qui étaient aux environs de ces cours d'eau-là qui ont été canalisés ou éliminés. Dans le fond, une fois qu'on minéralise le territoire, on n'avait plus nécessairement besoin de cours d'eau parce qu'on a tout envoyé vers des conduits. Donc, c'est vraiment ici là, pour vous montrer l'ensemble des informations
qu'on doit maintenant vraiment poser notre œil dans le cadre de l'aménagement de quartier, de projets, de parcs, etc., qu'on soit dans l'existant ou dans le cadre de nouveaux projets. L'impact, là, je pense qu'on n'est pas sans savoir que les impacts sont majeurs, que ce soit économique, humain, psychologique. C'est des dommages c'est rendu des dizaines de millions de dollars. Donc, je vous ai parlé des 7 pluies tantôt. Ben, à chaque pluie, il y a des dommages de plusieurs millions de dollars, voire des dizaines de millions de dollars en dommages. C'est une augmentation des réclamations qui est notée à la Ville de Montréal. C'est des propriétaires qui sont inondés de façon récurrente. Des impacts psychologiques graves, des gens qui veulent même plus partir en vacances parce qu'ils se disent, ben là, je vais être inondé cet été, je ne vais pas aller sur le bord de la plage, je ne peux pas. Et, euh, et également, c'est des gens qui sont plus assurés. Des compagnies d'assurance qui refusent pour certains secteurs d'assurer à l'eau, aux inondations, au refoulement, etc. Et aussi, ça amène des questionnements sur la limite de la reconstruction à l'identique. On remarque que pluie après pluie, les gens reconstruisent comme si c'était rien passé. Ça, c'est vraiment à proscrire. Il faut cesser de reconstruire comme s'il n'y avait pas d'enjeu parce qu'ils sont là. Cette nouvelle réalité-là, elle est là et la science, les données nous disent que ça ne va pas aller en s'améliorant. Dernier point là-dessus, c'est également des risques de perte de vies humaines. On est chanceux jusqu'à maintenant. On n'en a pas eu à Montréal. Par contre, il y en a eu à New York. On parle de... Ben là, ici, j'ai un exemple assez frappant. C'est une sortie d'urgence au niveau d'un projet à Montréal. C'est une issue de secours qui a complètement été inondée. Et on sait que les portes d'urgence, faut que ça sorte, faut que ça pousse vers l'extérieur. Quand il y a de l'eau, on ne peut pas sortir avec de l'eau qui s'accumule dans les garages. Donc, il faut vraiment réfléchir et ça de façon accélérée parce que là, il y a vraiment des éléments là, critiques qui sont en cause. L'impact est aussi politique et social. Ce qu'on a remarqué dans les dernières années, puis avec raison, les citoyens se présentent au conseil d'arrondissement pour avoir des réponses, pour voir comment la ville agit. Et dans le fond, il y a une préparation, une réponse municipale qui est en cours et qui est également en cours de bonification, vraiment pour répondre à ces nouveaux enjeux-là. Les solutions sont simples, sont réplicables au niveau... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Ça, c'est comique. Excusez-moi. Je vois pas les réactions des gens, mais j'ai simplement. Allez. Pour le montage. On va couper au montage. Ah, il y a du monde qui rit. Merci. Ça m'encourage. On t'encourage. C'est bon. Parfait. On est de retour. Super. Donc, ici, l'impact politique et social, bon, c'est frappant. Euh, on reçoit des. Bon, excusez, j'ai perdu le fil, mais je pense qu'on le comprend. On l'a vu beaucoup dans les dernières années. Et dans le fond, bon, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Là, je vais passer à la prochaine slide. Donc, et là, la réponse qu'on a souvent, les citoyens, c'est grossissez les tuyaux. Faites des immenses bassins de rétention à des millions de dollars. Dans le fond, on est habitué, les citoyens, la population, dans le fond, à l'idée du trou noir. Faites-moi disparaître cette eau-là, je ne veux plus la voir, envoyez-la dans le souterrain. Mais l'affaire, c'est que le surdimensionnement des réseaux a beaucoup de limites. C'est un mythe de penser que les réseaux souterrains et toutes les infrastructures grises vont pouvoir gérer toutes ces pluies-là. Ça, il faut se l'enlever de la tête, là, ce n'est pas la solution. Même, on a fait les calculs, là, il faudrait doubler les investissements qu'on fait actuellement et de plus de 220 millions sur 30 ans pour avoir le même niveau de service pour adapter nos réseaux. Et ça, même pas pour s'adapter pour les impacts des changements climatiques. Donc ça, il faut le prendre en considération. Et aussi, les impacts majeurs, ben, c'est la logistique urbaine, plus voyons, de chantiers, plus de congestion, plus de GES. Et également, est-ce que le marché est disponible pour mettre à jour, dans le fond, tous les réseaux de toutes les villes du Québec? Non, c'est illusoire. Donc, l'approche classique est techniquement et financièrement impossible. Donc, dans le fond, c'est vraiment un changement de paradigme là, qui doit s'opérer. Il faut repenser l'aménagement urbain puis multiplier là, les solutions. Euh, on aime présenter le changement de paradigme, notamment par la présentation d'un plan d'action que la Ville de Montréal a mis en place en 2024. C'est vraiment un plan d'action pour faire avancer la machine
municipale de façon accélérée, et ça s'adapter sur trois volets. Donc, volet 1, vraiment aider les propriétaires, donc dans l'existant, des actions rapides. Dans le fond, les citoyens, on parlait beaucoup d'impact psychologique tantôt, ben, ils en veulent des solutions, là. On leur dit, ben, on ne peut pas nécessairement refaire toutes les conduites de la ville, mais bien sûr, on peut verdir, on peut adapter les propriétés et cesser de construire de façon vulnérable. Mais le citoyen, lui, dans l'existant, qu'est-ce qu'il doit faire pour... Il doit prendre action. Ça, c'est la partie beaucoup que Rémi va vous présenter. Il y a beaucoup de solutions qui sont, la plupart, très économiques et très simples d'application. Deuxièmement, volet 2, donc ça va être qu'est-ce qui est la prévention par la réglementation, donc rendre résilient tout nouveau bâti. Mais je vais quand même avoir là quelques mots sur également l'adaptation de la réglementation pour permettre l'adaptation dans l'existant. Finalement, on en a parlé beaucoup la semaine passée et on va en parler dans des prochains webinaires. C'est tout ce qui est l'amélioration des investissements. Donc, c'est en quelque sorte pour compléter le cocktail de résilience de la ville qui vient, dans le fond, créer des parcs éponges, des rues éponges et également, on continue à adapter les réseaux souterrains et à construire des bassins de rétention lorsque requis. Euh, donc, ici, dans le fond, pour les présenter là, de façon plus formelle et en liste, donc, au niveau du volet 1, donc, la Ville de Montréal ben, l'a fait, a adapté son programme de subvention. On permet aux résidents d'adapter leur bâti en ajustant les réglementations, ce qui est très bien avancé, quasiment complété. Ensuite, offrir un soutien conseil aux propriétaires affectés. Donc, les propriétaires sont un peu perdus. C'est un nouveau paradigme. Il faut les sensibiliser, leur donner de l'information pour que tout soit prêt, pour que la machine soit prête pour vraiment donner une information adéquate. Ce sont des gros investissements des citoyens. On ne veut pas qu'ils le fassent pour rien. Donc, on est là vraiment pour les aider à ce chapitre-là. Un autre élément, effectuer une démonstration d'un test d'efficacité de porte-étanche. Rémi, là, des belles images là, à vous présenter là-dessus. Le volet 2, ça, c'est moi qui vais vous le présenter un peu plus vers la fin. Donc, c'est vraiment tout ce qui entoure, là, englobe le plan d'urbanisme. On en a parlé un petit peu la semaine il y a 2 semaines. Là, on va aller un petit peu plus dans le détail. On va vous présenter des exemples mis en place, là, mis en œuvre par des arrondissements. Et on va quelques mots sur la modification du règlement de construction. Pour le volet 3, on en a parlé la semaine passée, puis on va en parler dans les prochaines semaines, dans les prochains webinaires. Mais j'ai quelques petites images ici, là, je pense que ça vous... bon, il y en a beaucoup ici, j'imagine, qui ont déjà vu certaines présentations ou certains articles là, venant du service de l'eau ou CMM, etc. Au niveau de l'amélioration des infras municipales, donc c'est vraiment bon, les fameuses IVD, les sacs drainantes qu'on voit pousser partout à Montréal et ce qui est vraiment une bonne chose. Les parcs résilients, les parcs éponges, ça, c'est vraiment pour, dans le fond, diriger les eaux, ben, le ruissellement vers des zones de moindre impact, donc des parcs qui peuvent être construits en dépression, un peu comme le parc Pierre-Dansereau ici. Et on a d'autres là, infrastructures comme la Papineau, qui est comme une infrastructure drainante, mais à plus haute capacité, qui peut venir collecter là, une plus grande quantité d'eau. Euh, Nick, oui. excuse-moi, est-ce que tu pourrais remettre en mode présentation complète de ton écran? Oh, je ne l'étais pas. Ah, ben ouais, je suis comme en PDF. C'est dans ton Merci. écran, désolé. Euh, Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez manqué des choses? Sinon, c'était correct, Non, là? non, non, c'était très bien. Ah, ok, parfait. Ça s'en vient, ça s'en vient. Dominique, mets-toi en mode local. Excusez-moi, ça sera pas long, là. Non, Veuillez patienter, ça s'en vient. mets-toi en mode local, Dominique, avant. Bon, parfait. On l'a. Euh, Excusez-moi pour des petits problèmes techniques. On pourrait mettre une petite chanson pour détendre l'atmosphère. Euh, il y a des petits problèmes de lenteur aujourd'hui, là. Désolé de ça. Donc, j'étais à ma conclusion avant de passer la parole à Rémi. Donc, en fait, dans le fond, c'est une évidence ce qui s'impose, même si on surdimensionne sous la rue, il va toujours avoir des pluies qui vont dépasser les critères de conception.
Ensuite, c'est vraiment indispensable de faciliter l'adaptation. Puis c'est vraiment au niveau du domaine privé qu'on va compléter là, le fameux cocktail de solutions de résilience. Donc, je te passe la parole, Rémi. Donc, Merci, Dominique. Donc, très belle introduction là, sur les enjeux et la nécessité d'adapter les bâtiments. Donc, suivante, s'il vous plaît. Donc, Dominique en a brièvement parlé, mais là, je vais aller plus en détail sur les quatre actions qui visent justement à faciliter l'adaptation des bâtiments. Donc, au niveau du soutien financier, au niveau des conseils et puis des projets pilotes qu'on fait, parce que là, on parle de porte-étanche, mais on commence à aller au-delà. En 2 ans, on a fait déjà beaucoup, beaucoup de choses. Là. Puis, ce qui est particulier du plan d'action, c'est que c'est une réponse aux pluies qu'on avait eues en 2022-2023. Et c'était l'idée vraiment d'agir maintenant, de pouvoir tout de suite mettre en place des mesures. Parce qu'on le sait, comme disait Dominique, surdimensionner ou faire des bassins de rétention souterrains, ça prend 10 ans, 15 ans parfois. Là. Fait que, alors que l'enjeu est maintenant. Donc, c'est pour ça que notre plan d'action est vraiment axé sur agir maintenant avec des résultats probants. Donc, suivante. Première chose qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une responsabilité des propriétaires dans l'entretien de leurs équipements de plomberie qui sont souvent la source là, de l'infiltration ou du refoulement à l'intérieur, dans les sous-sols en particulier. Là. On a une équipe d'inspecteurs là, qui font les vérifications dans les maisons suite à des réclamations ou des demandes volontaires pour la conformité au règlement 11010 sur les refoulements qu'on a à la Ville de Montréal. Puis, comme vous voyez, ben, généralement, dans 70% des cas, c'est un problème de clapet, soit qu'il est absent, il est mal posé, il est mal entretenu. Donc, ça, c'est vraiment le problème numéro 1 qu'on a. Donc, c'est quand même quelque chose qui est, disons, facile à installer, à vérifier. Donc, il y a encore, on est des fois un peu étonné même qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire au niveau du clapet. On voit un peu les principaux, les autres déficiences qu'il y a, que ce soit une pente négative vers le bâtiment, mais aussi beaucoup, puis je vais y revenir, c'est les descentes, tout ce qui est entrée, ouverture sous le niveau de la rue, que ce soit une entrée de garage, une porte d'entrée, des fenêtres, des rez-de-jardin, cour anglaise, toutes ces choses-là sont des points de vulnérabilité importants dans le contexte actuel, lorsqu'il y a des pluies torrentielles. Suivant. Donc, comme je disais, les entrées en contrepente, ben écoutez, je vous ai à gauche, ce que vous voyez, c'est une carte de Montréal, puis tout ce qui est en rouge, ce sont des résidences avec des entrées en contrepente. Là, c'est le secteur de Montréal-Nord et de Saint-Léonard. C'est sûr qu'il y en a moins dans Ville-Marie, sur le plateau et d'autres, mais vraiment, il y a à peu près, on estime environ 80 000, selon nos données, 80 000 entrées en contrepente à Montréal. Donc, ce sont des milliers de résidences qui sont inondées. Lorsque ces entrées-là, ben, ces bâtiments-là sont dans des cuvettes, comme on voit dans les 2 images du bas. Puis ça, c'est en haut, c'est à Saint-Laurent, là, lors de la tempête débit. En bas à gauche, c'est à Saint-Léonard et l'autre, c'est dans Ville-Marie. Mais c'est des exemples là, qu'on retrouve de plus en plus fréquemment. Puis pour ça, ben, il y a des mesures on travaille très fort là, pour aider les propriétaires de ces résidences-là, parce que souvent, il y a aussi des fois un logement dans le sous-sol. Fait que c'est vraiment dramatique qu'on se retrouve, on rencontre des gens, puis ça fait 4 fois qu'ils ont été inondés au cours des 20 dernières années, dont généralement 2 ou 3 fois dans les 3 dernières années. Fait que, suivante. Donc, généralement, il y a 4 mesures qu'on recommande selon la situation. La première, c'est que si on n'est pas forcément dans une cuvette ou on est en bordure de cuvette, ou si on se retrouve dans un chemin, ce qu'on appelle un chemin d'écoulement préférentiel de l'eau, là où la lame d'eau sur le bord du trottoir monte tellement haut que des fois, ça va passer par-dessus
l'arrière-trottoir qui mène vers l'entrée de garage qui est sous le niveau de la rue. Donc, dans ces temps-là, ben, la simple pose d'un dos d'âne s'avère une mesure efficace, suffisante pour protéger le bâtiment du risque d'inondation. Bon, il y a certains critères. Là. Il faut évidemment que la pente soit assez douce parce que sinon, si c'est trop raide, le véhicule ne peut plus rentrer. Il faut aussi que la hauteur du dos d'âne soit au moins égale au sommet, ce qu'on appelle le sommet de la couronne de rue, au centre de la rue, là, qui est toujours plus haut que le bord du trottoir. Donc, c'est une mesure qui n'est pas très dispendieuse, là, puis qui est autorisée dans les arrondissements, qui se fait déjà, qu'on souhaite documenter puis soutenir de plus en plus là, dans les cas où ça s'avère suffisant. L'autre mesure, dans les trois autres mesures visent peut-être plus les maisons qui sont dans les cuvettes. Il y a ce qu'on appelle les bâtards d'eau, qui sont une forme de barrière amovible que les gens peuvent installer lorsqu'on annonce une pluie torrentielle par mesure de précaution. Ils peuvent même laisser ça tout l'été là, s'ils n'ont pas vraiment besoin de rentrer leur véhicule, comme dans bien des cas, dans le garage. C'est une mesure qui n'est pas très, très dispendieuse. Par contre, ça demande de modifier. S'il y a un avaloir, là, un drain devant la porte de garage, il faut absolument modifier la plomberie. Il faut dévier la plomberie de la fosse, généralement du garage, et poser un clapet. Donc, je vais y revenir là-dessus. Pour la porte étanche, ben ça, c'est une mesure vraiment qu'on a testée, qui est efficace pour les gens qui souhaitent conserver leur garage. Là. Par contre, c'est quand même assez coûteux parce qu'une porte de garage, c'est au moins 15 000 souvent, il y a une porte d'entrée contiguë, là, donc il faut aussi installer une porte étanche et il faut, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il faut modifier détourner la conduite de l'avaloir vers la conduite principale qui mène à l'égout et de poser un clapet. Mais la solution ultime, juste pour répondre j'ai vu la question, non, c'est la porte étanche, tu n'as pas besoin de bâtard d'eau, c'est une porte vraiment qui résiste à l'eau, qui est un produit, je veux dire, complètement différent des portes standards qu'on a parce que c'est fait d'un seul bloc. Je vais vous montrer quelques photos tout à l'heure. Enfin, il y a le comblement. Donc, comme on voit dans l'image, ben, c'est deux résidences. Il y en a une qui a décidé de combler. C'est à peu près des coûts à peu près similaires à une porte étanche. Par contre, l'avantage du comblement, c'est que c'est la solution définitive. Là, on est protégé normalement si c'est bien fait, si la pente est positive. Donc, il y a certains critères, puis s'assurer que si on maintient une entrée, il faudrait quand même avoir une margine ou un rehaussement devant la porte d'entrée avant de descendre les escaliers. Donc, ce sont principalement les mesures. Comme le montre d'ailleurs la diapo, ben, c'est l'idée de toujours avoir des rehaussements pour se protéger lorsque l'eau déborde de la rue. Ce qu'on cherche, c'est retenir l'eau sur la rue. On voit le cas à gauche, là où il y a une inondation, mais le fait d'avoir fait un rehaussement a protégé l'entrée. Ils avaient modifié, je pense que c'est une ancienne entrée de garage, Dominique, hein? Puis donc, ils ont décidé de faire probablement des pièces habitables. Et puis, ils ont rehaussé autour. Puis s'il y a une inondation, ben, ils sont quand même protégés. Au cas au centre, c'est dans Odyssée Quartier-Ville. Là, c'est des cas qui sont victimes d'inondations fluviales plutôt. C'est pour ça que je montre la photo où les gens avaient mis des sacs de sable et tout ça en 2017-2019. Mais ça ne suffisait pas. Donc, ils ont comblé, mais je voulais montrer l'exemple qui me semble intéressant, c'est qu'ils ont maintenu leur porte d'entrée dans le sous-sol, mais ils ont vraiment fait un rehaussement majeur avec 4-5 marches avant de redescendre pour être sûr que l'eau ne pénètre pas. L'autre chose qu'on voit puis qu'on considère, nous, c'est un bâtiment dans Rosemont qu'on trouve, c'est une mesure qui doit être prise souvent, comme on dit, supposons, ça, c'est relativement neuf. Donc, lorsqu'on fait un bâtiment puis qu'on prévoit des logements en sous-sol, si c'est autorisé par l'arrondissement, ben, c'est au moins de rehausser au moins les entrées suffisamment. Là, souvent, il suffit de 15 à 30 cm là, par rapport au niveau de la rue pour être quand même protégé si on ne se retrouve pas dans le creux d'une cuvette
ayant maintenant des cartes, on peut indiquer aux gens, les arrondissements peuvent dire aux promoteurs, aux gens qui habitent, ben, votre cuvette, vous êtes dans le creux, c'est peut-être pas suffisant. Là, il faut mettre des mesures de protection telles que je les ai montrées auparavant dans la diapo précédente. Un autre enjeu qui est quand même important, puis qui est souvent dont on ne parle pas beaucoup. Montréal, ben, vous savez, il y a énormément de toits plats dans les quartiers centraux. Puis souvent, c'est des bâtiments qui datent des années 20, 30, avant les années 80 surtout. Là, il y avait ce qu'on appelait une conduite combinée, donc qui récoltait les eaux pluviales du toit avec le sanitaire dans la maison. Donc, le problème, c'est que lorsqu'il y a une pluie torrentielle, que le réseau est en charge, ben, il peut arriver que là, l'eau, même si vous avez des clapets au sous-sol, ben, l'eau du toit va chercher à sortir quelque part si la pression est telle dans le réseau d'égout que l'eau du toit ne peut pas rentrer dans le réseau. Là, donc, à ce moment-là, ce qu'on voit, puis nos inspecteurs le constatent, il y a dans 10-20 des cas, les gens subissent ce qu'on appelle une auto-inondation. Donc, les gens ne comprennent pas, ils disent que c'est un refoulement d'égout. Donc, l'eau ne peut pas aller, l'eau de l'égout, ou s'il y a une accumulation d'eau sur la rue, ça ne peut pas, la loi des vases communicants fait en sorte que l'eau ne peut pas monter plus haut que le niveau de la rue. Par contre, souvent, ben, les appareils de plomberie, lavabo, toilettes sont au-dessus du niveau de la rue. Donc, c'est l'eau du toit qui va rejaillir. Donc, une des solutions, puis ça avait été travaillé avec la RBQ. Il y a des fiches maintenant techniques. C'est vraiment de déconnecter la conduite, de séparer finalement le pluvial du sanitaire et puis d'envoyer ça idéalement vers une surface perméable à l'arrière. Là, ça peut être connecté, reconnecté à la conduite principale, mais avec un clapet et s'assurer toujours d'avoir une conduite là, pour l'extérieur là, en cas de pluie intense. Puis, comme je disais, ben, on a fait un premier projet pilote qu'on a réalisé au mois de mai dernier. Ça a été un travail qu'on a fait conjointement avec Écohabitation. Donc, en haut à gauche, on voit l'ancienne porte de garage. Dans un secteur de Ville-Marie, en fait, il y avait 4 propriétés contiguës. On a installé les 4 portes et on a inondé les 4 portes, comme on voit dans la photo du centre. Donc, c'est une porte d'un seul morceau, là, avec des joints d'étanchéité, des ancrages à 16 endroits. Donc, c'est un cadre complet, là, c'est aussi bien au sol que sur les 4 côtés. Là. Et comme vous voyez en bas à gauche, c'est le schéma de plomberie. Normalement, la conduite de l'avaloir devant la porte de garage se rend dans la fosse. Mais si on met une porte étanche puis qu'on ne fait pas cette déviation, ben, l'eau va continuer puis va venir quand même inonder le garage par la fosse. Donc, il est nécessaire de dévier la fosse, de raccorder à la conduite principale qui mène à l'égout et de poser un clapet. Donc, lorsqu'il y a un refoulement d'égout, le clapet va se fermer et l'eau va monter devant la porte de garage plutôt que d'inonder le sous-sol. Ce qui est vraiment bien de ce projet-là, puis c'est un des objectifs qu'on recherche, c'est que ces propriétaires-là qu'on voit, là, ils ont retrouvé leur assurance. Ça faisait 5 fois qu'ils avaient été inondés depuis 25 ans. Et puis, ils étaient très heureux de voir que leur assureur ils avaient recouvré leur avenant pour dégâts d'eau. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Là, puis, c'est un des objectifs qu'on cherche notamment. Au niveau du soutien financier, ben, on a travaillé rapidement avec le service de l'habitation. Ils ont été très, très proactifs pour bonifier leur programme Rénoplex. Bien sûr, présentement, le soutien financier, ça ne s'adresse pas aux résidences, disons, récentes ou dans des immeubles à condos de plus de 5 logements et tout ça. Mais c'est quand même un premier pas. Puis là, on voit les différentes mesures, travaux admissibles. Puis ce qu'on avait rajouté, c'est les montants pour le comblement de l'entrée de garage, la déviation du trait de toit qui a été largement bonifiée. C'était 600 $ avant. On a monté à 3600. On a rajouté les portes étanches, les portes d'entrée, donc plus de 3000 $ et
une porte de garage étanche là, qui répond aux critères, ben, c'est plus de 9 000 $. Donc, c'est tous les montants. Généralement, les subventions visent à pouvoir au moins réduire les coûts de 30 à 40 pour les résidents pour l'installation des différentes mesures qui sont présentées sur la diapo. Puis on continue de travailler avec eux à mesure qu'on voit d'autres mesures comme les Batardos qui ne sont pas encore là-dedans, mais justement, on va faire un projet pilote prochainement avec Écohabitation auprès de certains d'autres résidents là, qui sont intéressés. L'autre chose, c'est qu'on veut vraiment essayer d'accompagner les résidents, de faciliter les choses parce que moi, je vais souvent à la rencontre des résidents, on fait des visites, et puis les gens, ils sont traumatisés. C'est vraiment un drame que les gens vivent, puis on est très sensible à cette réalité-là. On veut vraiment essayer de les aider, faciliter le travail, trouver les bonnes ressources. Fait que on a développé des fiches d'information que les arrondissements vont pouvoir distribuer. Donc, on travaille aussi présentement à mettre en capacité les équipes en arrondissement, les gens qui sont en première ligne, surtout les agents 3-1, les bureaux d'Accès Montréal, les agents techniques qui doivent vérifier les plans des gens, les demandes de permis et tout ça. On travaille beaucoup, très étroitement. On a un très bon service avec notre service des communications. Cette année, il y a une campagne de communication axée justement sur la résilience des bâtiments. L'année dernière, la campagne de com visait surtout les efforts de la ville que fait la ville sur le domaine public. Là, cette année, c'est qu'est-ce qu'on offre aux résidents pour qu'ils puissent se protéger. Puis, au cours des prochaines semaines, mois, on va produire des clips vidéo sur les différentes mesures, des clips d'une minute, parce que je pense que les gens ont besoin de voir à quoi ça ressemble. Si on dit mettez une porte étanche, il faut qu'ils voient qu'est-ce que ça veut dire. Il y a déjà une vidéo du projet pilote, mais il faut mettre une vidéo encore plus courte, là, si possible. Même chose Batardo, même chose comblement, même chose déconnexion des toits plats. On a aussi notre site web qui a été bonifié puis qui est constamment mis à jour à mesure qu'on documente les différentes mesures d'adaptation. Là. Fait que ça, on est très, disons, c'est constamment en amélioration, là, les efforts qu'on fait pour communiquer les outils auprès des résidents. Donc, ça, voici un exemple de fiche d'information. Donc, c'est des fiches très courtes là, qui disent quel est le problème, c'est quoi les principaux travaux, des illustrations à quoi ça ressemble. Avec les photos, là, ça a été testé. Puis, en arrière de la porte, lorsqu'on est à l'intérieur, puis j'étais là pendant le test, il n'y avait pas d'eau. Il y avait un petit peu d'infiltration parce que souvent la base est peut-être un peu poreuse. Là. Il y a des travaux à faire là-dessus. Les explications pour les schémas de plomberie à faire, les liens et ressources utiles, que ce soit avec Écohabitation, qui a développé des pages beaucoup plus complètes que nous, parce qu'eux, ils ont la liberté de pouvoir nommer les entrepreneurs qui peuvent fournir les portes ou installer les portes ou des plombiers, chose que la ville ne peut pas faire. Là. Donc, on laisse nos partenaires externes pouvoir communiquer plus de détails auprès des gens. Donc, voici, c'est le type. Il y a plusieurs fiches là, qui sont en cours de production là-dessus. Puis, comme je disais, ben, on travaille beaucoup en partenariat avec Écohabitation, mais aussi Architecture sans frontières, là, qui a déjà développé un premier guide vraiment intéressant sur les différentes mesures d'adaptation dans le secteur résidentiel, dans les bâtiments, puis qui va arriver tout prochainement avec un nouveau guide, un nouveau référentiel encore plus détaillé, là, puis qui va vraiment être utile aussi bien pour les résidents que pour les villes, les entrepreneurs. Puis avec Écohabitation, on développe aussi des aides-mémoires, puis des devis techniques, parce que les gens, souvent, on leur dit, faites affaire avec un plombier, on leur montre le schéma. Mais on a constaté que souvent, les plombiers, les coûts de soumission peuvent varier de 1 500 à 5 000 là, juste pour faire la déviation de conduite. Fait qu'avec Écohabitation a produit comme un devis type pour faciliter le travail, pour préciser c'est quoi les travaux à faire,
puis encadrer un peu mieux pour ne pas laisser la personne se débattre toute seule à ne pas trop comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est le genre d'outils qu'on développe, là, puis il y en a d'autres à venir aussi. Puis enfin, là, j'avais à peu près terminé ma partie, puis ce matin, tout juste, ce matin même, sur mon application de Radio-Canada Info, là, il y avait un très, très bon article justement sur le fait que de plus en plus de résidences sont non assurables. Puis c'est souvent parce que d'une part, souvent les gens reconstruisent à l'identique, puis ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on ne veut plus. D'ailleurs, on a des discussions avec les assurances justement pour essayer de collaborer d'une certaine façon avec nous parce que nous, souvent, nos inspecteurs donnent un rapport d'inspection aux gens, puis souvent, on va recommander des travaux alors que les assureurs vont dire qu'il faut reconstruire avec les mêmes matériaux, puis de la même façon, alors que c'est justement ça qu'on ne veut plus. Fait que ce dossier-là est vraiment des assurances, ça va prendre de plus en plus de place, là, parce que c'est sûr que ça ne s'arrêtera pas là. Les pluies diluviennes, là, on va en avoir de plus en plus. Donc, voilà, j'ai fait un tour rapidement. Je repasse la parole à mon collègue et ami Dominique. Merci beaucoup, Rémi. Moi, juste quelques mots sur Rémi. Quand tu présentes, tu es tellement passionné. On sent vraiment que. Tu sais, parce que Rémi, ça fait plusieurs années, je pense depuis 2010, qu'il travaille sur ce dossier-là. Des citoyens en détresse, t'en as vu combien? Combien t'en as accompagné? Vraiment, en tout cas, merci, là, vraiment. C'est vraiment inspirant, là, de C'est que... travailler avec toi. Ah, tu as beaucoup d'appréciation. C'est bien. Donc, réglementation, donc le volet 3. Donc, là, on va prendre un petit pas de recul, puis, dans le fond, toutes ces solutions-là, il faut qu'on puisse les permettre. Les règlements d'urbanisme encadrent le développement sur le territoire et des fois, ça peut arriver qu'il y a là, dans le fond des incohérences. Regarde, on ne se le cachera pas, c'est déjà arrivé que des gens qui voulaient combler leur stationnement, leur entrée de garage, se le fassent refuser par l'arrondissement. Ça fait des années, là, on n'est plus là, mais c'est quelque chose. Donc, c'est certain que pour chacune des municipalités, il faut vraiment faire une analyse de l'ensemble des freins réglementaires, que ce soit règlement de construction ou d'urbanisme, pour vraiment permettre la résilience. Ça, c'est vraiment un terme très important. Donc, pour le volet 2 ici, donc c'est bon, c'est évidemment inclure dans le plan d'urbanisme et de mobilité 2050 des dispositions visant à limiter la vulnérabilité des bâtiments. Donc, justement, on est dans la période. En fait, prochainement, le plan d'urbanisme va être adopté. Donc, c'était vraiment une opportunité en or de s'assurer que les orientations de la ville soient attachées en matière là, de résilience au plus abondante. Donc, oui, pour permettre l'adaptation dans l'existant, comme je dis, et éviter la création de nouvelles vulnérabilités dans les nouveaux projets. Ça, on a un petit exemple ici, mais je vais vous le montrer tantôt là, de façon plus exhaustive. Et construire mieux et de façon adaptée avec les bons matériaux. Ça, c'est nécessaire. Je mets ici, là, modifier le règlement de construction pour rendre les bâtiments résilients. On est en train de regarder ça également. C'est un autre levier. Vraiment d'assurer via les règlements de construction là, ce qui peut être fait ou pas fait. Pourquoi à Montréal, on l'a divisé? C'est que dans le fond, la ville-centre, le SUM, a la compétence du plan d'urbanisme et de mobilité et également du règlement de construction. Par contre, à Montréal, on est un petit peu séparés là, comme la Fédération du Canada et les provinces. C'est que les compétences, les pouvoirs sont vraiment départagés entre la ville-centre et les arrondissements. Donc, tout ce qui est adoption et application de règlement de zonage, donc c'est vraiment de compétences locales. Donc, c'est pour ça que dans le fond, le dialogue, dans le fond, les travaux qu'on fait là, on les fait en collaboration avec les arrondissements qui sont en quelque sorte un gouvernement de proximité. La Ville de Montréal l'est, mais les arrondissements le sont plus. Et c'est vraiment en ayant un dialogue et ensemble là, qu'on va trouver des solutions parce qu'eux connaissent leur règlement. Nous, on a les mesures à intégrer. Donc, et ça, je vous dirais là, que ça s'opère beaucoup là, depuis les derniers mois. Il y a beaucoup d'actions là, en ce sens-là. Donc, il faut se poser des questions. En fait, je pense on est rendu là, puis j'étais très content l'été passé de voir que ces questions-là tombaient sur, dans le fond, l'espace public. Il y a un débat qui s'amorce, qui s'est calmé un petit peu en hiver, peut-être qu'il va reprendre cet été, mais ça, on le voit annuellement.
À chaque année, quand il y a des pluies diluviennes, là, il y a beaucoup dans le fond, on veut tout en connaître davantage et tout. Il y a beaucoup d'éléments qui sortent là-dessus. Là, on l'oublie graduellement. Mais l'été passé, ce qui s'est passé, c'est vraiment remettre en question l'utilisation du sous-sol comme espace de vie. Dans les dernières décennies, on les a occupés, nos sous-sols, on les a utilisés pour densifier, pour faire des espaces de vie plus intéressants, pour avoir nos enfants avec nous, nos parents, faire des bigénérationnels. Mais là, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de faire en sorte que notre bâtiment va être vulnérable pour le futur? Là, on ne parle peut-être pas dans les 10 prochaines années, mais les 20 prochaines années, mais quand, ou 30. Mais quand on construit une maison, quand on aménage, ben, on ne le fait pas juste pour 5 ans ou 10 ans, on le fait pour longtemps. Euh, Permettre de nouveaux logements sur le niveau de la rue, ça, c'est le gros questionnement. À Montréal, on l'a beaucoup fait, densifier vers le bas. C'est normal, c'est un bon réflexe, mais là, il faut se poser des questions, il faut bien le faire. Retenir l'eau dans la rue, on l'a vu beaucoup avec les mesures que Rémi a expliquées. Ben, ça, c'est une des solutions. On l'empêche de rentrer, mais on la retient dans la rue. Réaliser les bonnes mesures aux bons endroits, mais ça, on ne le répétera jamais assez, le risque zéro n'existera jamais. Jamais, en fait, il faut faire attention. Puis ça, on le dit beaucoup à l'interne, là, à nos collaborateurs, ou même à l'externe. Il faut faire attention si on a un groupe de citoyens qui ont des refoulements récurrents dans un certain secteur pour X raisons. Si on leur dit, des fois avec raison, on va reconstruire un collecteur, il y a, je veux dire, il n'y a aucun réseau de parfait dans aucune ville au monde, là. On fait une intervention. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est de baisser la garde. C'est pas parce qu'il y a eu une intervention qu'on est protégé pour toujours. On l'a fait, ça, cet exercice-là. Et sur 5 pluies qu'on a ciblées, si on surdimensionnait pour collecter toutes ces eaux-là, ben, sur les 5 pluies analysées, il y en avait seulement une qui faisait en sorte que vraiment on protégeait les gens. Là, à ce moment-là, ben, la solution ultime pour ces 4 autres pluies-là, c'est vraiment la protection in situ chez nous. Fait que c'est vraiment, là, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, mais c'est très important là, de le souligner à gros traits. Donc, réglementer pour mieux protéger le cadre bâti. Bon, 2 types d'encadrement. Il y a eu une très bonne question tantôt sur les toits verts. J'en profite d'utiliser cette question-là pour justement indiquer qu'il y a deux champs, dans le fond, d'intégration, de réglementation qu'il faut faire. C'est un, maximiser l'infiltration et la rétention in situ. Euh, on va dire un grand, là, un grand centre d'achat, c'est un grand générateur de pluie. Si on a un quartier résidentiel à côté, puis avec les pluies qu'on vous a expliquées tantôt, le gros Walmart de ce monde, là, pour nommer juste celui-là, ben, c'est tout minéralisé, ça s'en va tout dans des réseaux, puis ça s'en va surcharger les réseaux voisins. Mais là, il faut intervenir, là. Et là, il y a en fait, il y a des réglementations depuis plusieurs années, justement, pour que ces générateurs de pluie-là retiennent l'eau chez eux. Et même nouvelle particularité dans le règlement 20030 là, de la Ville de Montréal, là, je n'irai pas trop là-dessus, c'est vraiment de retenir une récurrence d'au moins 25 ans sur place, voire à l'infiltrer. Donc, dans le fond, de faire des bassins d'infiltration, des IVD, là, les infrastructures vertes drainantes, mais sur là, ces grands terrain-là. Et également, ça se fait aussi dans les grands projets, mais aussi au niveau des citoyens. Ben justement, les toits verts, si on retient de l'eau sur le toit, si on met des végétaux, on s'assure aussi d'assurer, dans le fond, d'assurer une certaine évapotranspiration, dans le fond, de retour de l'humidité vers l'atmosphère. Et également, le verdissement sur les terrains privés, on le fait sur le domaine public, mais il faut le faire aussi sur le privé. Les gouttières, là, on en a montré, je pense peut-être, mais les gouttières, on ne les envoie pas sur des surfaces imperméables, on les envoie sur des surfaces perméables. On fait attention de ne pas envoyer les gouttières, puis ça, on peut normer ça, ces éléments-là, dépendant du règlement de construction ou du zonage. Bref, il faut voir les pouvoirs habilitants. Et on a vu là, et ça, c'est une aberration, des gouttières qui tombent dans l'avaloir du garage en dépression. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, mais on le voit encore. J'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui allez faire le tour de vos gouttières en arrivant à la maison aujourd'hui, là, si vous n'y êtes pas déjà. Donc, dans le fond, c'est vraiment diriger l'eau du perméable vers le perméable et d'assurer vraiment que les quartiers, les maisons, les propriétés, la rue, on en fasse des quartiers éponges. Hein. C'est pas juste des parcs éponges, mais c'est vraiment une ville éponge. Donc, ça, c'est pour le volet rétention et infiltration. Donc, c'est là que les toits verts peuvent contribuer. Là, ensuite, tout ce qu'on vous parle depuis tantôt, c'est vraiment la résilience. C'est de permettre la résilience, c'est retenir l'eau dans la rue, pas nécessairement, et également là, s'assurer que de façon mécanique ou de surface, mécanique, c'est tous les tuyaux, que ce soit auto-inondation ou refoulement, et dans le fond de surface, donc on va, ou les inondations de surface, c'est que là, on va
intervenir au niveau des aménagements autour des propriétés pour justement là, rendre ça plus résilient. Donc, voilà. Donc, l'idée vraiment d'infiltrer, c'est vraiment détourner l'eau des réseaux parce que chaque goutte qu'on retient ou qu'on infiltre, c'est de l'eau qu'il y a de moins dans le réseau pour surcharger les voisins. Fait que c'est vraiment, dans le fond, on est rendu à se dire que, ben, fais ta part, assure-toi que ton eau s'en aille sur des surfaces perméables. On est rendu là aujourd'hui. Chaque goutte d'eau a un impact. Il faut se poser une question quand on est pour une administration municipale, mais également aussi quand on est un promoteur ou un citoyen. Bien, en fait, est-ce que ces projets-là sont encore possibles sur mon territoire? Là, on avait un projet ici qui a été construit, je pense, en 2012. En 2012, on ne prenait pas nécessairement en considération les cuvettes. Il y a un projet qui a été permis avec des cours anglaises et beaucoup de condos en dessous du niveau de la rue et tout. On n'avait pas ces problématiques-là avant et ni la ville, ni les promoteurs, ni personne regardait les cuvettes dans les secteurs urbains. Ben maintenant, il faut le faire, évidemment, mais il faut se poser la question, si quelqu'un vient me voir aujourd'hui avec ce projet-là, est-ce que de un, mon administration a le réflexe d'aller voir les cartes des cuvettes? Elles sont très disponibles. Tantôt, je vous ai montré, là, dans le fond, un lien sur les données ouvertes. Je pense que c'est un lien gouvernemental. Ben, toutes les données LIDAR, les données toutes pour interpréter justement la topographie du territoire, tout est disponible. Il n'y a rien. Les villes ont ça maintenant, la CMM a ça, les compagnies d'assurance, ils les connaissent, là, ces endroits-là. C'est rendu très démocratique, là, les connaissances à ce niveau-là. Ben, est-ce que ce type de projet-là, avec une sortie d'urgence vulnérable, est-ce que c'est encore permis? Il faut se poser cette question-là. Il faut faire vraiment une analyse sur son territoire. Un autre cas ici, c'est vraiment un changement d'usage dans un territoire. On en a beaucoup à Montréal, des secteurs industriels qui sont transformés en secteurs résidentiels ou commercial. Ben, historiquement, on avait parfois, ben là on le voit ici, il n'y avait pas vraiment de dépression. Il y avait bon, les surfaces perméables, mais c'était une grande cuvette dans un quartier industriel. Ce n'était pas des résidents qui vivaient là. Les impacts étaient moindres. Et peut-être même que les industries qui ont été là n'ont jamais vu vraiment d'impact. On est venu construire, puis encore une fois, les promoteurs ni la ville étaient au courant de ça. Eh bien, on est venu faire un grand espace de stationnement en dépression dans une cuvette, et vraiment au centre de la cuvette. Ben, dans le fond, on est venu créer un bassin de rétention privé dans un quartier anciennement industriel. Ça, c'est un très gros enjeu. J'attire votre attention ici, puis ça a été inondé là, de façon récurrente. Là. Ça a été même très médiatisé, là, ce projet-là. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas peur là, d'en parler. Moi, je ne donne aucune nouvelle information par rapport à ça. Mais regardez le nombre de portes de garage ici. Puis derrière ces espaces de garage-là, il y a des espaces de vie. Et ça, ces espaces de vie-là, ben, il n'y a plus personne qui se sent à l'aise de vivre là. Donc là, il y a des recherches de solutions en cours. Peut-être de combler complètement cet espace de stationnement-là, ben, en fait, les entrées de garage, et de surélever cet espace-là, quitte, dans le fond, dans l'objectif de retenir l'eau dans la rue et de vraiment protéger chacune de ces entrées-là. Donner un petit exemple, là, une petite parenthèse avec, dans le fond, les solutions de Rémi, les portes étanches. J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'ici, de mettre une dizaine de portes étanches, ça serait bon? Moi, je vais vous dire, là, vraiment, c'est pas une bonne solution. Parce que les portes étanches, il faut s'assurer que chacune fonctionne bien, qu'elle soit fermée. Fait que dans le fond, il y a énormément de risques. Ici, il suffit d'un citoyen qui a un travail qui a mal été fait ou une erreur d'inattention, peu importe, une porte ouverte pour inonder tout le monde puis éliminer tous les efforts de porte étanche. Donc ici, c'est une autre solution qu'il faut réfléchir. Mais de prime abord, il faut se poser la question, si quelqu'un vient avec un projet comme ça, est-ce que c'est permis, oui ou non? Et s'assurer que ça ne soit pas permis. Pour les municipalités également, peut-être que vos réglementations, puis des fois on se dit, ah, c'est permis de plein droit, je ne peux pas l'empêcher. Il y a, et demandez à vos services juridiques, il y a des outils juridiques qui permettent aux municipalités de retenir certains projets pour assurer d'éviter des cas vraiment vulnérables comme ça. On a un devoir d'agir, on a un pouvoir d'agir, et on a un devoir d'information de base. Donc, il ne faut pas avoir peur des cuvettes, là, vraiment. Vous pouvez même mettre les cartes des cuvettes de vos villes dans vos bureaux de permis et inspection. Je pense que c'est de base. Ici, dans le fond, c'est également pour approfondir sur cette question-là. Historiquement, on construisait sans le savoir, on le savait, mais c'était comme un peu intégré dans nos mœurs, dans notre développement. On construisait de façon résiliente à l'époque. On n'utilisait pas tant que ça nos sous-sols. Dans les bâtiments, là, au 19e siècle,
Les vides sanitaires, c'était pour des patates et des oignons, là. C'était pas pour une salle d'entraînement, par exemple. Bon, là, les choses ont évolué, on est rendu, on les occuper. Mais ici, je vous montre un bâtiment des années 40 en haut. Ce bâtiment-là, regardez le niveau du rez-de-chaussée, très haut. C'est un bâtiment dans une cuvette. Jamais, au grand jamais, il n'y a eu d'historique de réclamation ou d'inondation dans ce projet-là. Regardez la situation en bas. Tantôt, je vous ai parlé de la densification vers le bas. Ça, c'est avec raison, là. Et on est en crise du logement, puis c'est plein de bonnes intentions là-dedans. Par contre, on a fait l'erreur de créer une grande vulnérabilité. Puis ces propriétés-là, les super là, condos au niveau du sous-sol, ben, ce n'est pas le condo le plus résilient de Montréal. Donc, c'est vraiment indispensable d'agir. Je pense que là, je répète ce message-là, mais c'est vraiment important d'agir sur ces questions-là. On a tous une responsabilité, qu'on soit pour l'administration ou qu'on soit un promoteur ou un citoyen propriétaire. Les orientations du plan d'urbanisme et de mobilité. Donc, les grandes orientations, donc c'est vraiment, bon, évidemment, adapter la réglementation pour augmenter de 1, les surfaces perméables sur les terrains privés, bonifier les programmes de subvention, ça c'est déjà en cours, gérer le ruissellement de l'eau par divers types d'aménagements, les fameux parcs éponges, les fameuses rues éponges pour choisir les zones inondées plutôt que les subir. Et adapter la réglementation, notamment pour encadrer les usages sensibles sous le niveau du sol dans les secteurs de cuvette. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Dans le fond, c'est via le document complémentaire, qui est comme en quelque sorte l'outil dans le plan, ben, en fait, un plan d'urbanisme, un document de planification. Ben, le document complémentaire à l'intérieur du plan d'urbanisme va pouvoir comporter ce que les arrondissements vont devoir intégrer dans leur réglementation de zonage local. Au niveau là, des MRC, ben, on a les schémas qui sont mis en place et ensuite, là, les villes ont leur plan d'urbanisme et font couler ces normes-là jusqu'aux normes applicables là, de zonage. Également, là, on peut intervenir aussi au niveau des règlements discrétionnaires. Donc là, je ne veux pas aller dans ces termes-là, mais il y a vraiment tout là, le cocktail des règlements d'urbanisme qui nous permet vraiment de bien orienter là, les partenaires. Donc, au niveau du plan d'urbanisme, donc, du document complémentaire, la réglementation doit, dans le fond, intégrer des dispositions pour réduire la vulnérabilité des inondations d'un immeuble occupé par un usage résidentiel situé en zone correspondant en tout ou en partie au secteur de cuvette, indiqué à la carte. Donc, on enchâsse la carte des cuvettes dans le plan de zonage et ultimement, on va la mettre dans les réglementations. Ou tout autre emplacement jugé nécessaire. Je dis ça parce que tantôt, Rémi vous parlait dans le fond, du ruissellement préférentiel de l'eau. Des fois, on peut être dans une pente, puis on a un garage en dépression, puis on n'est pas dans une cuvette, mais l'eau de la rue, plutôt qu'une bande de neige, peu importe, vient tout chez nous. Ben ça peut être des secteurs où est-ce on peut contrôler ça, ces éléments-là. Et ensuite, comment cette réduction de la vulnérabilité-là peut être obtenue? Ben, par exemple, c'est en interdisant tout ce qu'on vous a dit tantôt, les usages, ben, l'étage inférieur au niveau du sol, mais l'aménagement d'un rez-de-jardin, cour anglaise, les entrées en contrepente, ça, on n'en veut plus pour les proscrire. Les usages résidentiels à l'étage inférieur, là, il y a vraiment quelque chose, là, il y a vraiment la clé, là. Et là, on parle plus juste, là, j'ai mis usage résidentiel, mais on parle aussi des usages sensibles, garderies, hôpitaux, etc. là. C'est tous des éléments qu'on ne veut pas mettre dans des cuvettes. Imaginez votre station de police, une station de police qui est dans un espace de cuvette avec un grand stationnement qui mène un souterrain pour toutes les autos de police, grand, grand plus abondant. Il n'y a plus aucun véhicule d'urgence qui est opérable. C'est des éléments comme ça, des questions comme ça qu'il faut se poser. Et là, c'est plus juste au niveau de l'urbanisme, là, c'est vraiment l'administration municipale qui doit là, répondre à tout ça pour s'assurer là, de la sécurité et la santé de tout le monde. Donc, et finalement, on parlait de, justement, ben, on densifiait vers le bas. Et ça coûte cher quand même rénover la ville, créer des nouveaux projets, avec toutes les normes environnementales, puis avec raison. Ben, dans un quartier central, les terrains coûtent cher. Ben, on va rendre ces projets-là plus rentables en densifiant vers le sol. Ben, là, on vient, dans certains secteurs, plus le permettre. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est justement de permettre des étages supplémentaires. Ça amène des enjeux, mais c'est vraiment pour assurer que la rénovation urbaine puisse continuer dans ces contextes-là. Exemple d'encadrement local en arrondissement, j'aime présenter ce que Saint-Léonard a mis en place, ben, est en train, là, va adopter prochainement, c'est justement de permettre l'aménagement d'une case de stationnement en façade. C'est certain qu'eux ont des grandes marges avant, puis c'est permis. Mais dans le fond, il n'y a pas d'autres espaces. Saint-Léonard, ce n'est pas nécessairement l'arrondissement qui a le plus de stations de métro.
Et il y a des gens qui sont plus âgés, qui sont décentrés. Ben, ce qui arrivait, c'est qu'arrivait au comptoir des permis, il se faisait dire, si tu comptes ton entrée charretière, ben, tu ne peux plus avoir de stationnement sur ton terrain. Je comprends pour ce qui est de l'auto, mais des fois, ça peut être nécessaire d'avoir au moins un espace. Donc ici, c'est vraiment l'entre-deux. Donc, on vient vous permettre un espace de stationnement en façade, mais de vous protéger. Donc, c'est vraiment là, ben, c'est ça, on est à mi-chemin dans la solution. Et là, ici, la propriété, bon, ici, j'ai un exemple avec, c'est beaucoup des jumelés ici, là, mais une personne peut se protéger. Puis ici, on a l'accès à souvent des logements, des bachelors. Ben, vous voyez, on a la surélévation. C'est quelque chose que j'ai tiré là, du règlement de Saint-Léonard, mais c'est pour vous dire que c'est des éléments comme ça, puis localement, puis ça, c'est dans plusieurs arrondissements qui prennent ces actions-là, là. C'est le temps. Donc, également, j'aime parler de ce que Ville-Marie a mis en place en 2024. On a quand même été novateurs là, sur la question. C'est, dans le fond, d'encadrer les usages sous le niveau de la rue dans les espaces, les secteurs euh, qui sont en cuvette. Et en contrepartie, il leur permet une mezzanine de 40 à 80 de la dimension du bâtiment pour justement là, contrebalancer. Et là, bon, on va jusque dans le détail, mais j'aime amener cette question-là. Il y a aussi des questions d'intégration patrimoniale, puis également pour ce qui est de ne pas créer ombrage au terrain voisin. Donc, il y a toutes ces questions-là qui doivent être prises en compte. Euh, donc, finalement, euh, c'est important de mutualiser les accès et prévoir des accès au-delà du niveau du sol. Bon, là, je suis dans les généralités pour les nouveaux projets immobiliers. Tantôt, je vous ai montré le projet des Jardins Victoria. Ben, c'est là que ça prend tout son sens de mutualiser les accès. Ici, on a une dizaine de protections. Et là, si on voit avec les portes, on est à 20 éléments de protection, alors qu'on pourrait avoir une seule porte à protéger et aller encore, et là, ici, c'est en dépression, ou aller encore plus haut, où est-ce que l'entrée du garage, eh bien, elle est au-dessus du niveau de la rue et près de la rue, et la descente de garage, elle est à l'intérieur. Donc ça, pour des grandes tours de condos et pour les investisseurs qui investissent des millions et des millions, eh bien, ça devient un impondérable dans la conception des projets. Éviter et limiter toute vulnérabilité autour des bâtiments. Bon, on le répète. Porter une attention aux usages en dessous des niveaux de la rue, ça c'est encore, on se répète. Et les défis. Là, moi, j'appelle ça des combats de vertu. Dans le fond, on s'est frappé à un moment donné à dire, ah, ben, nous, on demande de monter puis de redescendre pour protéger les accès. Mais là, qu'est-ce qu'on fait pour l'accès universel? Donc là, c'est une question aussi de conjuguer ces éléments-là et de ne pas les mettre en compétition. Ce sont des opportunités qu'on travaille ensemble. Et également la considération du patrimoine, ça peut être un certain enjeu dans dans le fond, dans les quartiers à haute valeur ajoutée où est-ce que la présence du patrimoine est très importante. Là, on rajoute un étage supplémentaire, il faut se poser des questions. Comment on fait ça? Finalement, ben, pour tout citoyen, si vous voulez, là, ben, en fait, ici, si vous voulez aller voir directement à la ville de Montréal les cuvettes, vous pouvez aller directement. Là, là, vous n'avez pas le lien tout de suite, mais par Google, vous allez avoir là, les cartes de cuvettes de Montréal. Les fameuses page Internet que Rémi vous a parlé tantôt. Donc, on a faire face aux défis collectifs, aux fortes pluies. C'est un défi collectif, il faut leur dire. Les solutions résilientes, donc tout ce qui est éponge sur le territoire. Rénoplex également, comment protéger son bâtiment. Au-delà de Rénoplex, des choses que chez vous, vous pouvez faire en arrivant là. Donc, tous les hyperliens sont là. Et finalement, je l'ai dit la dernière fois, mais on a tous une action à faire. À l'approche d'une pluie, si vous voyez qu'il y a des feuilles au-dessus d'un puisard devant chez vous, plutôt qu'appeler la ville pour demander de venir le nettoyer, si vous êtes en forme, peu importe, prenez un petit balai, un petit râteau, allez balayer ça. Je pense que tout le monde peut faire sa part. Puis, dans le fond, dévions le plus de gouttes qu'on peut du réseau pour que collectivement, on s'en sorte ensemble. Merci. Bah, merci Dominique et Rémi pour cette présentation. Je pense que c'est ça, les emojis sont en train de monter pour montrer à quel point je pense que ça a été très apprécié. Encore une présentation beaucoup de qualité. Ce que je vous propose maintenant, il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions. Donc, dans l'espace de Q&A, de questions-réponses, on a trois questions et on a également trois mains levées. Ce que je vais faire, c'est que je vais proposer de répondre aux trois questions écrites et ensuite on passera la parole aux personnes qui ont levé la main. Donc, Dominique, est-ce que tu pourrais départager ton écran, s'il te Ah plaît? oui, excuse. Oui, oui, oui. Donc, je lance la première question.
dans le Q&A. Donc, j'aimerais savoir si c'est recommandé d'avoir un clapet anti-retour sur la conduite principale d'une propriété qui est reliée à l'égout de la ville. Renvoi principal. Ouais. Écoute, je peux commencer, Dominique, tu compléteras au besoin. Ça dépend toujours. Si vous avez un toit plat, vous êtes sur un réseau combiné, il ne faut absolument pas mettre le clapet sur la conduite principale. C'est sur chaque appareil de plomberie situé au sous-sol et sur le drain de plancher, là, et qui vont tous être raccordés ensuite à la conduite principale. Le seul cas où on va se retrouver à mettre un clapet sur la conduite principale, c'est pour un réseau séparatif et il y a un toit en pente. Donc, l'eau du toit s'écoule vers les surfaces perméables idéalement. Et puis là, on peut avoir un seul clapet pour l'ensemble des appareils de plomberie. Mais donc, si vous avez un bâtiment de type Plex à Montréal, dans un quartier central, absolument pas sur la conduite principale, parce que là, c'est sûr que vous allez avoir une auto-inondation. L'eau du toit va sortir automatiquement par les lavabos, les toilettes, le bain, etc. Merci, Dominique. Est-ce que tu voulais rajouter quelque Ah, chose? c'est bon. Non, c'est bon. On va aller à la deuxième écrite. Je vois que les questions se sont rajoutées, mais je vais donner la parole quand même aux personnes qui ont levé la main. Est-ce que le service de l'eau offre un soutien-conseil aux propriétaires affectés par les inondations ou s'il faut s'adresser à un autre service de la ville de Montréal? Ouais. Euh, Deux, je- Vas-y. OK, deux choses. Oui, si quelqu'un a eu une inondation, il peut s'adresser sur notre site web. Il y a un courriel là, pour l'équipe de la réglementation. Là, les inspecteurs peuvent venir faire une visite volontaire. Mais vous savez, par contre, ils sont complètement débordés là, par les réclamations qu'il y a eu parce que c'est leur priorité numéro un. Puis ensuite, ils peuvent aller voir les gens lorsqu'ils ont un peu de temps ou si les gens sont situés à côté d'endroits où ils visitent. Ben, comme je disais tout à l'heure, puis ça c'est important, c'est qu'on veut aussi, surtout que nos collègues en arrondissement puissent répondre de plus en plus aux questions des résidents qui sont inondés, que ce soit sur certains travaux, sur des mesures et tout ça. Fait que quand je parlais tantôt de mise en capacité en arrondissement, c'est un peu ça. Parce qu'on a 4 ou 5 inspecteurs puis, par exemple, en 2025, on a eu 4000 réclamations, surtout à cause de la tempête débit, puis une d'autres pluies en juillet, si je me souviens bien. Donc, écoute, c'est ça, ils en ont beaucoup, mais on souhaiterait pouvoir offrir, puis on va continuer de l'offrir, ce service-là. Je ne sais pas, Dominique, toi qui as déjà fait ce type de travail-là. Oui, ouais. Ben, c'est ça. La tâche est grande, puis vraiment, nous, on développe beaucoup là, d'outils justement pour que les représentants en arrondissement, dans les bureaux de permis, aient justement des outils puis ils sachent quoi dire pour accompagner les citoyens. Donc, dans le fond, on est vraiment là dans ce travail-là de mise en capacité là, de tout le monde à l'interne. Merci. Là, je vais donner la parole à des personnes qui ont levé la main. Je vais donner la parole à Paola Diaz. Donc, je vous invite je vais vous autoriser à ouvrir votre micro puis poser votre question directement aux panélistes. Merci. Euh, Le micro est encore fermé. ouais. Euh, bon. Sinon, je vais aller à Madame Maude Posé. Euh, j'ai donné l'autorisation d'ouvrir vos micros. Si Madame Maud Posé peut ouvrir son micro. Bon, sinon, on y va rondement. Je ne vais pas attendre trop longtemps. Monsieur Serge Poitras. Ah, Maud n'avait pas de question qu'elle vient d'écrire. OK. Euh, Bon, écoutez, j'ai l'impression que ce mode ne fonctionne pas trop à main levée. On va reprendre les questions directement écrites. Donc, on a Julie Tremblay qui demande, j'ai peut-être manqué ce bout, mais pour les établissements, exemple scolaires ou autres, y a-t-il des mesures et subventions si nous créons une zone éponge ou
où étudier et mettre en place la mesure la plus appropriée? Merci. Mhm. En fait, ici, il y a sur le territoire de la ville de Montréal, il y a des requis au niveau du règlement 20030 de rétention in situ d'une récurrence de 25 ans. Là, après ça, s'il y a du financement relié à ça, pas directement là, via Rénoplex et tout, là, et pour l'instant, il n'y en a pas pour les grandes institutions. Mais en fait, ça, c'est une nouveauté du règlement. Euh, merci Serge Poitras, il a dit que sa question était répondue. Mais ici, en fait, c'est justement que historiquement, dans les règlements de rétention, quand on parlait de retenir l'eau sur un terrain, ça pouvait être dans un stationnement avec un régulateur de débit, c'était purement mécanique. Mais là, maintenant, on peut atteindre la rétention de l'eau sur un terrain, justement par l'ajout d'une noue végétalisée ou d'un jardin de pluie optimisé pour vraiment forcer ou accumuler de plus grandes quantités d'eau sur Oui, merci, c'est ça. Pas à la Ville de Montréal au niveau des financements. Merci, là, Alison. Dans le fond, il y a des programmes au niveau des divers paliers de gouvernement pour justement les commissions scolaires, les grandes institutions, etc., les écoles, pour justement intégrer ces éléments-là. Mais au niveau de la Ville de Montréal, en fait, c'est que c'est rendu obligatoire de retenir l'eau et les méthodes pour retenir l'eau et l'infiltrer sont beaucoup plus vertes qu'avant. Merci. On va passer à la question de Manon Bédard. Le positionnement de la mezzanine arrière-milieu-avant a-t-elle un impact sur la résilience ou l'écoulement de l'eau? Y a-t-il une position à avantager outre l'aspect de l'intégration architecturale? Non, en fait, quand on regarde un quartier, qu'on parle d'un pourcentage de surface minérale, ça pour comprendre les toits, les rues, les ruelles, les driveways, etc., bien, c'est la même quantité d'eau qui tombe. Fait que peu importe la hauteur qu'on construit, ben, on a la même quantité d'eau qui tombe dessus. Là, on a souvent, je vais en profiter, on a souvent la question de dire, OK, mais plus qu'on construit des gros bâtiments, plus qu'on amène des risques de pluie, pas nécessairement des risques d'inondation, de refoulement causés par des pluies? Pas nécessairement. Je vais vous donner un cas dans un quartier. On avait des citoyens qui dans le fond, étaient tout près là, d'un quartier industriel pas mal dévitalisé, minéralisé à peu près 80%, c'était pas 100%. Là. Les gens voyaient un gros projet immobilier arriver là. Là, ils se disaient, ah, mais là, ça va faire plein de toilettes et tout, on va se faire inonder, refouler. Ce qu'il faut penser, c'est que le risque, ce n'est pas nécessairement au sanitaire, c'est vraiment la pluie. Puis aujourd'hui, c'est vraiment la pluie, puis la pluie reste la même. Là, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, c'est un immense lot à 100%. Avant, toute la pluie était le ruissellement, allait dans le secteur, dans les réseaux, ça surchargeait. Et là, maintenant, on vient construire quelque chose de mieux, de plus vert, de plus perméable et de beaucoup plus résilient. Où est-ce que justement, ils doivent retenir sur le terrain un 25% de récurrence. Donc, voilà, pour répondre là, à cette question. Merci. On a une question d'Alison Surveillère, désolée pour la prononciation. Est-ce possible d'utiliser les outils de communication pour les villes liées? Oui, oui, c'est en fait, je pense que là, c'est certain que nous, c'est le site de la Ville de Montréal, c'est vraiment compétence de la Ville de Montréal, mais nous, on est très généreux, en fait, là, si jamais des villes liées, justement, ils rentrent en contact avec les représentants au service de l'eau pour obtenir des copies de documents, ou même, je pense que nous, si vous prenez une page Internet puis vous rédigez selon votre réalité, je pense qu'il n'y a rien qui empêche ça. Mais on appelle ça, on demande ça, dans le fond, que les villes liées Tout à fait. approchent le service de l'eau pour obtenir des documents et des éléments qu'on a là. Oui, on souhaite partager, là, on développe l'expertise, c'est pas juste pour nous, là, c'est au bénéfice de la collectivité, que ce soit Ville de Montréal, Île, la CMM, là, ça nous fait plaisir. Là. Ah, Raphaël, depuis le micro. Pardon. On a une question de Sarah Verret. Est-ce qu'il y a des détails techniques, des spécifications disponibles pour les dos d'âne? Présentement, j'en ai pas, mais justement, je travaille là-dessus, j'essaye de ramasser de l'info. Donc, ça va venir dans les prochaines semaines, mois. Là, ça fait partie des fiches là, qu'on veut développer. Là. Donc, je suis là-dessus présentement. Merci.
Evelyne Blanchette demande au sujet des pompes en cas de panne électrique, elles ont besoin de génératrices à batterie. Est-ce vrai qu'on pourrait compter sur des pompes hydrauliques par pression de l'amener d'eau potable? Ouais, je pense comprendre, c'est qu'il existe certaines génératrices qui utilisent la pression de l'eau potable pour fonctionner, pour Ah, ok. pomper. C'est absolument interdit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut proscrire si vous l'avez, parce que justement, c'est de l'eau qui ne recircule pas, là, qui retourne à l'égout. Fait qu'en plus, si on a besoin d'une pompe lors d'un déluge ou puis qu'en plus, on utilise l'eau potable qui va retourner à l'égout, on rajoute de l'eau dans la fosse, l'eau potable. Non, non, c'est interdit. C'est, dans la réglementation sur l'usage de l'eau, c'est complètement interdit, ça. Tout Là, on usage, n'enlève pas les gouttes. pas de recirculation d'eau. Ouais, tu peux-tu dire quelque chose aussi sur les climatiseurs, Rémi, tant qu'à ça? Les Oui, ben, c'est un climatiseurs. peu la même chose. Ben, ça ne sera pas long, c'est qu'il y a il y a quand même pas mal de bâtiments qui ont encore des climatiseurs qui utilisent l'eau potable pour les fins de refroidissement, là, au lieu d'utiliser des systèmes à l'air. Puis ça, c'est énorme, là, c'est à peu près 10 000 litres par jour là, que ça consomme d'eau, là. Fait que si des fois les gens en ont, sachez que c'est interdit depuis 2018. Fait que, puis remplacer ça par un système refroidi, un système utilisant de l'eau potable sans recirculation par un système refroidi à l'air. Je voulais m'excuser, j'ai quelqu'un qui a fait un commentaire par rapport à la subvention d'Oasis. Effectivement, on n'est pas les personnes ici qui maîtrisons le mieux les subventions. Donc, dans le fond, moi, je vous recommande justement Oasis d'aller de trouver vraiment le lien du programme. Il y a le programme FAC aussi. Nous, dans le fond, on a le Bureau de la transition écologique qui fait une vigie des subventions là, au niveau des paliers de gouvernement. Mais ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'il y en a beaucoup de subventions aux divers paliers. Euh, il y a une prise de considération aux paliers gouvernementaux, là, justement, pour permettre là, aux grandes municipalités, aux grandes institutions, aux petites villes et aux petites institutions de s'adapter. Merci. On va prendre encore quelques questions. Pierre-Olivier Laflamme demande dans quelle mesure la responsabilité de la ville est-elle engagée lorsqu'on donne des conseils aux citoyens en matière de protection contre les refoulements et inondations? Ben, écoutez, il y a deux choses. C'est que des fois, nous, il y a des conseils. C'est pas des conseils, c'est que si quelqu'un, supposons, a eu un refoulement et puis il n'avait pas de clapet, là, c'est la réglementation qui va s'appliquer. C'est une exigence. Fait que ça, la ville, on sait que c'est une solution qui a fait ses preuves et tout ça. Fait qu'il n'y a pas de problème pour nous en termes de responsabilité. Par contre, là, on donne des conseils. euh, ben, le choix définitif appartient aux gens, on ne les oblige pas. Donc, on offre, nous, ce qu'on montre, c'est les différentes options. C'est fonction des moyens financiers des gens. Mais on s'assure qu'au départ, quand même, ce qu'on propose, c'est des choses qui sont reconnues, qui ont été éprouvées, qui sont appliquées ailleurs. Fait que moi, j'ai pas. Si un jour on nous poursuit, je pense qu'on va y aller, mais on ne peut plus de rien dire. L'urgence fait en sorte que moi, je me sens obligé de dire, regarde, je te conseille, ou c'est pas des conseils, justement, au début, on parlait de service conseil, maintenant, on parle plutôt d'accompagnement des gens, de les informer, de faciliter les choses pour elles, mais ultimement, la décision, ça leur appartient. Si un jour ils nous poursuivent, ben, on verra avec le service des affaires juridiques. Mais je pense que mon gestionnaire est tout à fait d'accord, là. Il faut être très proactif. Puis oui, il y a une gestion de risque dans ce qu'on fait, mais c'est un risque calculé. Quand j'ai fait le projet de porte-étanche, là, je vous avoue que quand on a inondé les gens, j'avais. Ben, tu sais, je veux dire, la compagnie, le président de la compagnie, l'installateur principal de la compagnie est venu former l'installateur local. On avait pris plein de mesures pour s'assurer de bien gérer la possibilité que la porte ne tienne pas. Mais non, ça a tenu, ça a fait ses preuves. Fait que je Mm. suis tout à fait à l'aise de jouer des fois dans des zones un peu floues. Là. Ça fait partie de la game. Mais ça coûte plus cher de ne rien faire, hein? Oui, c'est Puis ça. aussi, les municipalités peuvent plus se cacher en disant
Je vois pas le problème. En fait, on a un devoir d'information, puis ça a été ciblé par justement les analyses juridiques. On se doit de donner de l'information et de bien orienter. Si on le fait pas, ben, tu sais, on va empirer la situation, puis ça sera bon pour personne. Faut pas avoir peur. Que des gens disent, ben, vous nous avez donné un permis il y a 10 ans, on pourrait être imputable, ou redevable de dire, ben, tu m'as permis de me construire en sous-sol dans une zone de cuvette alors que tu le savais. C'est pour ça qu'on veut C'est s'assurer que, pire. ben, on veut Ouais. informer les gens que oui, il y a un risque dans leur secteur, mais on ne veut pas non plus leur permettre de construire quelque chose qui va garantir qu'ils vont être inondés. Là, fait qu'au contraire, Je, je voudrais rassurer tout le monde là, parce que là, on parle de justement là, restreindre ce qui se passe dans les sous-sols. Pour les propriétés existantes qui se retrouvent dans une cuvette, on peut avoir la peur de se dire, hey, je suis dans un droit acquis, je ne peux pas rebâtir, ce n'est pas le cas. Juste pour vous rassurer là-dessus, les cuvettes, là, c'est des éléments topographiques connus, mais ce n'est pas nécessairement des risques avérés. Il faut oui, faire c'est ça. attention de distinguer des inondations fluviales où est-ce que vraiment là, les risques sont connus, sont scientifiquement calculés, alors que dans une ville, on vous l'a dit tantôt, il y a des pluies des fois qui vont tomber sur un certain arrondissement et pas sur d'autres. Puis il y a plusieurs dans le fond, réalité, le taux de minéralisation des réseaux, etc., par rapport aux cuvettes. Donc, moi, à mon sens, à moi, j'ai pas l'impression qu'un jour, les gens en cuvette dans les arrondissements deviennent endroits acquis. Fait que ça, c'est pour faire le lien avec ce que Rémi disait tantôt. Il en revient au propriétaire de prendre la décision finale pour se protéger. Merci à vous. Je vois l'heure avancer de 11h26. On va prendre une dernière question, encore de Sarah Verret. Donc là, il y a un peu plus de matière à lire. Contexte, on indique que les solutions d'infrastructure verte sont plus favorisées. Cependant, le calcul d'ingénierie pour la gestion durable des eaux pluviales à la ville de Québec, en tout cas, doit quand même prévoir un volume de rétention et d'infiltration par les plantes, et n'est pas encore intégré dans les modèles de calcul. L'AAPQ indique que les infrastructures vertes sont très performantes et que même les IV sont souvent surdimensionnées car les plantes absorbent beaucoup des 80 et 90% des pluies annuelles. Est-ce que vous avez des modèles de calcul qui intègrent la performance d'infiltration des plantes pour les projets d'IVD? Non. Il y a des études en cours. Je sais que, ben là, en fait, là, je ne suis pas ingénieur, mais je suis dans l'équipe infraverte avec justement là, les ingénieurs qui savent faire à ces éléments-là. Donc, dans le fond, on fait une sorte de vigie aussi des projets de recherche. Donc, il y a des éléments qui sont réfléchis là-dedans. Mais ce que je vous recommanderais, ça serait de suivre, puis là, compte tenu là, de la précision de la question, j'imagine que le webinaire sur les infravertes vont vous intéresser. Donc, là, juste simplement suivre là, la liste qui vous avait été présentée au début. Il y a, je crois, 2 webinaires là, sur les infravertes. Je vous les recommande fortement, qui vont être présentés par mes collègues ingénieurs que je vois au quotidien. Là, Rémi aussi les connaît. Il travaille beaucoup avec nous. Euh, on a dans les meilleures personnes, je ne vais pas dire les meilleures, mais dans les meilleures personnes au Québec pour la gestion responsable des eaux pluviales. Ben, merci. Puis ça fait le lien. Malheureusement, on n'a plus vraiment le temps de répondre aux questions. Il en restait quelques-unes. Je vois qu'il y en a certaines qui ont été répondues dans le chat. Ça fait le lien avec les prochains webinaires qui s'en viennent. Je vais vous partager ça tout de suite. Euh, donc, ce qui s'en vient rapidement, le 1er avril à 10h, on commence la deuxième thématique justement en lien avec les infrastructures vertes drainantes. Donc là, c'est de la conception à la réalisation. Le 8 avril à 10h, il y a le deuxième webinaire Entretien des infrastructures vertes drainantes à la ville de Montréal, laisser la nature prendre sa place. Et le 15 avril à 10h, la planification d'un parc éponge, analyse du potentiel de gestion des eaux de pluie d'un espace public. Euh, c'est, comment dire, c'est pas la programmation complète. On en a 8 au total. Donc, je vous invite à regarder la programmation j'ai partagé le lien dans le chat sur la section événements de la page du site internet du Creux Montréal. Les inscriptions sont ouvertes et gratuites. Vous pouvez vous inscrire à la carte ou faire toute la série. Je rappelle également que vous allez recevoir un courriel prochainement avec la présentation enregistrée. Donc, on ne va pas donner le support de présentation tel quel, mais vous aurez accès en tout temps à l'enregistrement de cette présentation sur la page
YouTube du Creux Montréal. On va vous envoyer le lien. Et puis c'est ça. Dans le fond, là, il est temps pour nous. Il est 11h29. Merci à tous et à toutes d'être restés aussi nombreux jusqu'à la fin. Si vous avez le temps, je vous encourage à scanner ce petit QR code avec votre téléphone pour nous donner votre rétroaction. Ça va être très apprécié. Donc, merci à tous et à toutes pour votre participation. On espère encore vous voir nombreux pour les prochains à venir. Et merci, un grand merci. Je pense que là, vu la pluie de cœurs et de bravos qui se déclenche dans le chat, les gens ont beaucoup apprécié votre présentation. Donc, merci Rémi et Dominique pour votre présentation et je vous dis à très bientôt tous et toutes. Merci, au revoir. Merci à tout le monde pour votre présence. Merci.